je vais présenter notre invitée d'aujourd'hui, qui est Audrey Limoges, une micropaléontologue. Elle s'intéresse notamment à l'impact des changements climatiques sur la glace de mer, la circulation océanique et la productivité marine, primaire. Pendant son doctorat, elle a effectué des travaux qui portaient principalement sur la détection de toxines et l'utilisation des kystes de dinoflagellés préservés dans les sédiments comme traceurs d'efflorescence algable nuisibles et des paramètres des masses d'eau de surface dans le golfe du Mexique. Son doctorat a été réalisé à l'UQAM en 2015. Après, elle a poursuivi lors d'un stage postdoctoral à la Commission géologique du Danemark et du Groenland, et elle a fait le grand saut vers des eaux plus froides du milieu arctique. Puis, en 2017, Audrey est devenue professeure-chercheur à l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Ses travaux récents pivotent autour des aspects méthodologiques, de la calibration et de l'application de divers traceurs biogéniques, comme des microfossiles, des biomarqueurs, des traceurs moléculaires, dans le cadre d'études paléo-environnementales, climatiques et océanographiques sur une échelle de temps qui est l'Holocène. Donc, Audrey, je vais t'inviter à partager ta présentation avec nous. Merci beaucoup, Astrid, pour l'introduction. D'abord, merci de m'offrir cette tribune. Je propose, dans le cadre de ce séminaire Québec-Océan, de discuter des outils à notre disposition pour reconstituer les changements dans le couvert de glace et la productivité primaire en milieu arctique sur une échelle de temps à très long terme, une échelle de temps qui s'échelonne au-delà de la période instrumentale. Voilà, donc d'abord, pourquoi s'intéresser à la banquise arctique? Ici, je me mets à la place d'un auditoire large. En fait, au-delà de la plateforme physique que la banquise arctique peut représenter, qui joue en soi plusieurs rôles, les changements dans le couvert de glace peuvent influencer la chimie des océans, peuvent influencer la circulation océanique, peuvent influencer la productivité biologique, en plus d'être très importante pour les communautés nordiques à plusieurs égards. Et le couvert de glace est fortement influencé par les changements climatiques, mais exerce aussi à son tour un rôle déterminant sur le système climatique. Et depuis la fin des années 70, quand on a commencé à avoir accès aux données satellitaires, il y a une tendance très claire pour la fonte de la banquise arctique qui a été enregistrée, qui a été révélée par les images, par les données satellitaires. Et sur les maps ici produites par la NASA, pardon, ma souris elle est trop sensible, on voit l'évolution à travers 3 décennies des concentrations en glace de mer. Donc on voit pour l'année 2000, 2010 et 2020. On voit l'évolution des concentrations et la ligne jaune correspond à l'étendue médiane pour l'intervalle compris entre 1981 et 2010. Donc, on voit un déclin dans le couvert de glace en milieu arctique. Et le déclin s'est en fait accéléré au cours des dernières décennies. Et le déclin s'accélère en relation avec une amplification du réchauffement climatique en milieu arctique. Et c'est ça qui est illustré par le graphique ici, le globe à gauche de ma diapositive. C'est une image que vous avez peut-être vu circuler dans les réseaux sociaux et ça nous montre le réchauffement disproportionné en milieu polaire, particulièrement en milieu arctique. Et ici, ce qu'on voit en fait, c'est une visualisation pour 2060 avec un réchauffement de 7,5 degrés et ça, c'est basé sur des modèles de prédiction. Donc, on voit que les projections sont peu réjouissantes pour la moitié du siècle à venir. Et les données satellitaires ont démontré un déclin dans la superficie de la glace de mer de l'ordre de 86 000 km² par année pour la période comprise entre 1978 et 2014. Et ici, je me suis inspirée en fait d'un exercice qui a été fait avec l'Écosse. Ce sont des chiffres qui sont tellement énormes, tellement immenses que c'est difficile de visualiser ce que ça représente en termes de superficie. Et en fait, ça correspond à peu près 172 fois la superficie de l'île de Montréal ou à peu près 3 fois la superficie de la Gaspésie. Donc, cette étendue, cette surface de glace a été perdue de manière annuelle pour la période 1978 à 2014. Et ça représente à peu près 2 fois la superficie de la province du Québec sur une période de 40 ans. Donc, ce sont vraiment des chiffres
qui sont exceptionnellement grands. C'est pas seulement un déclin dans l'étendue de la glace de mer qui a été enregistré, mais c'est aussi accompagné par un déclin dans l'épaisseur et l'âge de la glace de mer. Et ça, c'est très bien illustré ici par une étude qui a été publiée dans Environmental Research Letters par la docteure Strober et Dittmans, où on voit l'évolution dans la glace de la mer. Donc, on voit un code de couleur dans le diagramme à gauche de la diapositive, avec la glace annuelle en bleu foncé et la glace qui a plus de 5 ans en rouge. Et les maps à droite illustrent l'évolution dans l'âge de la glace pour la dernière semaine du mois d'avril pour l'année 1984 et la dernière semaine du mois d'avril pour l'année 2018. Donc, on voit qu'il y a très peu de rouge en 2018. Il y a eu un déclin majeur dans la glace pluriannuelle, et ça, c'est assez frappant dans les figures ici qui ont été publiées dans cet article-là. Avec la zone ici en haut de l'île d'Ellesmere et du nord-ouest du Groenland, où on retrouve encore la glace multi-annuelle. Et c'est ce qu'on appelle le Last Ice Area. Et le fait qu'il y ait encore de la glace pluriannuelle et plus âgée dans cette zone-là, c'est en fait lié au régime de convergence de glace à la circulation atmosphérique et océanique. Donc, évidemment, tous ces changements rapides dans le milieu arctique vont avoir des impacts multiples sur les écosystèmes. Et la faune de la banquise arctique, mais aussi la faune de la calotte groenlandaise, les modifications dans les régimes de précipitation liées au réchauffement des masses d'eau, des masses d'air plutôt, vont avoir des conséquences importantes sur les budgets en eau douce en milieu arctique, avec des conséquences directes sur la température et la salinité des eaux de surface. Donc aussi, ça va avoir un impact sur la stratification ou la structure de la colonne d'eau qui, elle, dépend de la densité des masses d'eau. Et tout ça a le potentiel d'influencer la circulation océanique à grande échelle. Avec le retrait de la banquise arctique, il a été démontré que l'océan Arctique est de plus en plus influencé par des apports d'eau en provenance de l'Atlantique, des apports d'eau pacifiques. Et il y a aussi de plus en plus d'exports d'eau et de glace, principalement via le détroit de Fram, mais aussi via le détroit de Nares et via l'archipel arctique canadien, donc John Sound et Lancaster Sound. Et toutes ces masses d'eau-là, tous ces courants ont une signature physique, ont une signature chimique, transportent différents nutriments en différentes quantités. Donc, les changements dans la circulation océanique ont aussi le potentiel et influencent déjà aussi les processus biologiques. Donc, dans une région donnée, la productivité primaire, donc la production de matière organique à la base de la chaîne alimentaire par des organismes autotrophes, ce qui est clé pour le fonctionnement des écosystèmes, va être influencée par des processus locaux, des processus régionaux et même des processus globaux, dont les effets vont différer d'une région à l'autre, ce qui rend les prédictions futures assez difficiles. Les prédictions futures de l'évolution d'un milieu, d'un écosystème en particulier difficiles. Et donc, ces prédictions dans l'évolution future de la glace de mer, de la productivité primaire, vont vraiment nécessiter une compréhension multidisciplinaire des écosystèmes. Donc, il y a une nécessité de collaboration entre toutes les disciplines, donc la paléo-océanographie, l'océanographie physique, l'océanographie biologique, les sciences atmosphériques, pour arriver à mieux comprendre les impacts du réchauffement climatique en cours sur le fonctionnement des écosystèmes. Pardon. Donc, dans cette optique-là, les paléo-océanographes s'intéressent à l'évolution à très long terme des écosystèmes marins. Donc, une question légitime qu'on pourrait se demander, c'est en fait pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé dans le passé? Si en fait, notre objectif, c'est de pouvoir prédire ce qui va se passer dans le futur et pouvoir s'y préparer adéquatement. En fait, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, pour comprendre la variabilité naturelle des écosystèmes, pour placer les changements récents sur l'échelle de variabilité naturelle d'un écosystème donné.
comprendre les dynamiques entre les fluctuations climatiques et le fonctionnement des écosystèmes. Les enregistrements passés aussi ont aussi le potentiel de permettre une lecture intégrée de la réponse des écosystèmes à des changements dans une série de paramètres locaux, régionaux et globaux qui sont parfois difficiles à prédire, et d'observer des processus, et ça c'est très important aussi, des processus qui s'opèrent sur des composantes du système climatique qui ont un temps de réponse plus long, donc plus long comparativement à d'autres composants du système climatique comme l'atmosphère par exemple. Et donc là, c'est bien beau de vouloir reconstruire la glace de mer, la productivité primaire du passé, mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Les glaciers peuvent laisser une empreinte physique sur la roche, peuvent transporter du matériel sédimentaire, mais la glace, elle flotte à la surface de la colonne d'eau, évidemment, surtout si on s'éloigne de la côte. Donc, tous les traceurs de glace de mer vont être en fait indirects, vont nous permettre d'avoir une signature indirecte de la présence de glace de mer à un moment donné dans le temps. Et il faut se rappeler, et ça c'est un élément qui est parfois difficile à intégrer dans les analyses paléo-environnementales, il faut se rappeler que la glace de mer, ce n'est pas un état uniforme. La glace va prendre différentes formes au cours de sa formation qui vont être associées à différentes propriétés, différents habitats, différentes microstructures qui vont évidemment aussi influencer les processus biologiques et les assemblages phytoplanctoniques. Et étant donné que la productivité ou la composition des assemblages phytoplanctoniques va être influencée par les propriétés de la glace, par les apports en nutriments, par les conditions des masses d'eau, par l'accès à la lumière, la transmission de la lumière, les assemblages, les espèces qu'on va retrouver dans la glace de mer, dans la zone en marge de la glace ou dans la zone d'eau ouverte, vont être différents et vont laisser une signature différentes aussi dans les sédiments. Donc là, ici, j'ai une super animation. Et donc, le sédiment qui s'accumule au cours du temps sur le plancher océanique a le potentiel de fournir beaucoup d'informations sur les changements dans les propriétés des masses d'eau. Donc, toute étude paléo-océanographique commence par un échantillonnage en mer, avec la collecte de carottes sédimentaires qui sont ensuite sous-échantillonnées. Et on pourrait classer les traceurs à notre disposition sous 4 catégories principales, donc les traceurs minéraux, micropaléontologiques, biogéochimiques, et une branche de la paléo-océanographie qui est en pleine émergence, c'est aussi lié aux méthodes associées à la paléogénétique. Et je vais surtout m'intéresser ici aux outils micropaléontologiques et moléculaires dans les prochaines diapositives. Ce sont des traceurs, évidemment, qui sont biogéniques. Et je tiens à préciser que je ne vais pas faire une revue exhaustive de tous les traceurs qui nous permettent de reconstituer les changements dans la glace de mer ou dans la productivité. Mais je vais montrer certains exemples de projets, d'études où on a utilisé cette suite de traceurs préservés dans les sédiments. Donc, les diatomées, les dinoflagellés produisent une enveloppe biominérale ou un kyste durant leur cycle de vie qui ont un potentiel de préservation dans les sédiments. Chez les diatomées, la cellule va être protégée par une capsule composée de silice amorphe, un frustule. Il y a certaines espèces de dinoflagellés qui vont aussi, au cours de leur cycle de vie, produire un kyste de résistance qui a un haut potentiel de préservation dans le sédiment qui est composé de matière organique réfractaire. Donc ici, les outils micropaléontologiques sont en quelque sorte basés sur l'identification au plus haut niveau de précision possible des fragments de ces organismes-là qui n'ont pas tous le même potentiel de préservation. Puis en fait, il y a certaines espèces qui sont importantes d'un point de vue écologique et qui sont trop peu abondants par rapport au reste des assemblages phytoplanctoniques. Donc, leur signal peut être dilué dans le sédiment ou qui ne va tout simplement pas se préserver dans le sédiment. Et donc, pour combler cette lacune-là, il y a différents
biomarqueurs qui ont été développés, qui nous permettent de cibler certaines espèces qui ont un bagage écologique important, une signature environnementale importante, qui peuvent nous aider dans le cadre d'études paléo-environnementales. Et c'est le cas du biomarqueur IP25 qui est produit par certaines espèces de diatomées, 3 espèces connues, qui sont strictement associées à la glace de mer. Et donc, le biomarqueur est libéré dans la colonne d'eau au printemps lors de la fonte de la glace. Et Triem, lui, il est produit par certaines espèces aussi de diatomées, mais qui, elles, sont associées à la zone marginale de glace. De manière similaire, si on veut cibler certaines espèces qui ont un bagage écologique ou environnemental ou une signature environnementale intéressante, mais pour lesquelles les fossiles ne sont pas très bien préservés, mais on peut aussi essayer de retracer leur présence via des analyses de fragments d'ADN préservés dans le sédiment. Donc ici, je vais faire une petite parenthèse. Dans tous les cas, la signature sédimentaire va être fragmentaire. Les microfossiles peuvent être susceptibles de dissolution, n'ont pas tous le même potentiel de préservation. Même l'ADN peut être endommagé ou altéré en de plus en plus petits fragments qui vont rendre l'attribution ou la désignation à une espèce spécifique de plus en plus difficile, mais pas impossible. Donc, il n'y a aucun outil qui est parfait. Chaque outil a ses limites, mais quand on combine leurs signatures respectives, on arrive quand même à extraire l'information pertinente et faire des reconstitutions qui sont nuancées. Surtout si on utilise les bons traceurs pour répondre aux bonnes questions liées au changement dans l'environnement. Donc, pour illustrer cette succession dans les taxa de diatomées au cours d'une saison, je vous montre ici des données ici d'un papier qu'on a publié dans la revue Frontiers in Earth Science. On s'est intéressé aux changements dans les assemblages de diatomées et dans la production du biomarqueur de glace de mer IP25 au cours d'une saison de croissance, donc en fait au printemps, pour l'année 2014. Et on s'est intéressé aussi à l'export vertical de nos microfossiles et du biomarqueur. Donc, on s'est intéressé au transit dans la colonne d'eau à partir de la glace vers le sédiment. Donc, tout ça, c'était aussi dans une perspective de mieux comprendre le signal sédimentaire. Donc, on avait accès à des échantillons de glace, des échantillons de trappes à sédiments et un échantillon de sédiments du plancher océanique. Et on a réalisé cette étude-là dans le fjord Yongsand, qui est localisé ici au nord-est du Groenland. Le couvert de glace dans le fjord persiste jusqu'à la fin du mois de juillet. En fait, pour l'année 2014, il a persisté jusqu'à la fin du mois de juillet. Et sur les maps à gauche, on voit l'évolution du couvert de glace. On voit des images satellitaires avec l'évolution du couvert de glace local et régional pour l'année 2014. Et le carré jaune montre notre station d'échantillonnage. Et à droite, on voit 5 colonnes qui représentent en fait 5 semaines différentes, 5 semaines consécutives où la glace de mer a été échantillonnée. Et on a analysé le contenu en diatomée dans nos échantillons de glace de mer. Et toutes les couleurs qu'on voit correspondent en fait à différents taxons de diatomées. Donc, on voit que l'arc-en-ciel évolue beaucoup à travers les 5 semaines d'échantillonnage. Et j'attire votre attention aussi sur les espèces qui sont colorées en rouge et en orange, qui sont en fait les espèces associées à la production d'IP25, du biomarqueur IP25. Et on voit qu'elles sont présentes en fait dans les assemblages de glace de mer pendant toute notre période d'échantillonnage, mais en très faible proportion. Et sur le graphique ici à gauche, ce sont les 5 mêmes semaines qui sont illustrées avec les changements dans la glace, donc des changements dans l'épaisseur de la glace, mais aussi on voit les changements dans le couvert de neige à la surface de la glace. Et la courbe en vert illustre l'évolution dans les concentrations totales de diatomées dans nos échantillons de glace. Donc, on voit que les concentrations étaient très faibles au début de notre échantillonnage, ce qui nous laisse penser qu'on a vraisemblablement capturé le début de la colonisation.
et même que possiblement certaines des cellules qu'on retrouve dans nos assemblages durant nos 2 premières semaines ont possiblement été incorporées dans la glace à l'automne au moment du début de la formation du couvert. Ici, j'ajoute les analyses sur les trappes à sédiments. Donc, la première colonne correspond à toutes les particules qui sont tombées vers notre trappe à sédiments pour la période entre avril et juin, donc la fin du mois d'avril jusqu'au début du mois de juin, avant la fonte de la glace. Et ensuite, on a des assemblages qui correspondent en fait à la productivité au moment de la fonte, juste avant que la glace fonde et dans l'environnement qui a résulté de la fonte de la glace, avec les espèces typiques, donc toutes nos Fragillaires rheopsis qu'on retrouve un petit peu plus tard en saison. Donc, on voit que nos espèces déjà, qu'il y a un grand changement en fait dans la composition des assemblages de diatomées. Et ici, j'ajoute l'assemblage préservé dans le sédiment de surface qui reflète principalement la production post-fonte. Donc, on a surtout nos Fragillaires rheopsis qui sont bien préservés dans les assemblages. Donc, on a un assemblage qui est vraiment représentatif, en fait, de la production pélagique ou la production dans l'environnement qui a résulté de la fonte de la glace, avec l'exception des cellules végétatives de Chaetoceros qui, elles, ne sont pas du tout préservées dans le sédiment, tout simplement parce qu'ils sont faiblement silicifiés. Et on voit aussi que les espèces strictement sympagiques n'ont pas laissé une empreinte microfossile détectable, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont absents, mais ça peut vouloir dire qu'ils sont soit absents ou que leur signal est dilué par l'abondance des autres espèces. Donc, le fait de pouvoir détecter IP25 est définitivement un avantage parce qu'on peut à ce moment-là vraiment confirmer qu'il y avait présence de glace saisonnière. Par contre, il faut se rappeler qu'IP25, c'est un traceur qui est biogénique, donc produit par des espèces strictement associées à la glace de mer, d'où sa grande force, mais dont la présence et l'abondance peut aussi être influencée par d'autres facteurs que la présence ou l'absence de glace de mer. Et la synthèse d'IP25 par les espèces productrices peut être influencée par des facteurs biologiques ou sont des facteurs biotiques ou abiotiques, et c'est une possibilité qui est illustrée ici où on voit en jaune les concentrations en espèces qui produisent IP25 et la courbe en bleu, la courbe pleine, illustre les variations dans les concentrations d'IP25. Donc, on voit qu'ils ne suivent pas exactement la même tendance. Donc, c'est en fait une possibilité qu'on doit tenir en compte aussi quand on interprète les données l'enregistrement sédimentaire. Et là, je vais donner un autre exemple, un bon exemple en fait d'application où on a dû vraiment se gratter la tête pour comprendre le signal enregistré par les traceurs. Les résultats que je vais montrer sont issus de l'analyse d'une carotte sédimentaire qui a été échantillonnée au large du Père Navik à bord de la Munson en 2014, et la carotte fait un peu plus de 5 mètres de longueur et couvre les 9000 dernières années. Et donc ici, on voit l'évolution des flux de carbone organique et de diatomées au cours des 9000 dernières années. À gauche, ici, vous voyez le temps plus récent, donc le 0, et plus on va vers la droite, plus on s'éloigne en temps. Donc, plus on s'enligne vers le passé et on s'enfonce dans notre carotte de sédiments. Et on voit qu'il y a des changements marqués dans nos deux traceurs, donc à la fois dans les flux de carbone organique, mais aussi des changements très marqués dans les flux de diatomées, avec une augmentation graduelle dans les flux totaux pour atteindre un maximum autour de 4500 ans. Ensuite, les flux diminuent et on voit qu'il y a un changement très abrupt autour de 3000 ans. Et je vais m'intéresser surtout à cet intervalle-ci, autour de 3000 ans, où on voit qu'il y a un changement très abrupt dans les flux de diatomées, qui est aussi accompagné par un changement dans les flux de carbone organique.
Et ce déclin-là est en fait associé avec des flux minimaux en IP25 et aussi en triane. Donc, on pourrait penser, en fait, si on interprétait de manière traditionnelle cette tendance-là, on pourrait penser que la glace de mer n'était pas une composante très importante à ce moment-là comparativement au reste de notre enregistrement. Par contre, quand on regarde la composition des assemblages de diatomées, donc on voit non seulement qu'il y a un déclin majeur dans les flux diatomés, mais il y a un changement aussi important dans les espèces incluses qui composent notre assemblage de diatomées, avec une augmentation très importante dans certaines espèces qui sont associées avec la glace de mer, notamment Melosira arctica et Actinocyclus curvatulus. Et on a aussi une augmentation dans certaines espèces bien silicifiées qui sont associées, qui sont capables en fait de migrer verticalement dans la colonne d'eau pour pouvoir avoir accès à des sources de nutriments plus profondes, comme Rhizosolenia et des Coccinodiscus. Donc, en fait, malgré les valeurs très basses d'IP25, nos assemblages microfossiles nous indiquent qu'il y a quand même une empreinte de glace de mer assez importante durant cet intervalle-là. Et ici, en haut, on voit l'abondance d'une espèce autotrophe de kyste de dinoflagellés appelée Operculodinium centrocarpum. Donc, la courbe qu'on voit ici en haut, c'est issue d'une étude qui a été faite par Myriam Caron à l'ISMER. Et on voit ici, donc on voit que les abondances relatives de ce dinokyste-là diminuent durant cet intervalle. Et en haut, on voit l'abondance relative d'espèces de foraminifères benthiques qui sont typiquement associées à des apports d'eau atlantique. Et on voit que leur abondance diminue aussi fortement durant cet intervalle. Donc, tous nos proxys nous amènent à penser plutôt qu'il y a un changement dans la circulation océanique avec une diminution dans les apports d'eau atlantique, et que malgré les concentrations très faibles de notre biomarqueur IP25, la glace limitait potentiellement la productivité primaire durant cet intervalle-là. Donc ici, il est possible que des conditions autres que la présence ou l'absence de glace de mer aient influencé nos espèces productrices d'IP25. Certaines conditions n'étaient peut-être pas optimales. Par exemple, la concentration en nutriments peut influencer les assemblages de glace. Mais aussi la glace comme habitat, donc la microstructure de la glace ou les propriétés de la glace de mer peuvent être influencées par des changements dans la salinité et donc aussi par des changements dans la circulation atmosphérique ou la circulation océanique. Donc ici, on a un bon exemple de signal multiproxy qui nous permet de nuancer un signal qu'on aurait pu obtenir seulement en regardant un seul proxy sédimentaire. Et malgré l'utilisation d'une longue série de proxys, il y a un aspect de l'écosystème qui est toujours difficile à étudier via les données micropaléontologiques ou biomarqueurs, ou même géochimiques. Et cet aspect-là, en fait, qui est difficile à étudier avec les méthodes traditionnelles, c'est les changements dans la biodiversité, dans la diversité de nos producteurs primaires. Et ça, c'est un des potentiels supplémentaires que les études paléogénétiques pourraient présenter. Donc, un des avantages d'étudier l'ADN sédimentaire, ancien sédimentaire, est que les espèces qui présentent un potentiel de préservation moindre ou pour lesquelles le signal peut être dilué, donc qui laisse un signal qui est difficile à détecter via les analyses micropaléontologiques de routine. Donc, ces espèces-là pourraient potentiellement être étudiées. Donc, il y aurait aussi moyen, via les analyses d'ADN sédimentaire, d'avoir accès aux données entourant les changements dans la biodiversité des écosystèmes du passé. Donc, dans les cellules eucaryotiques, il y a deux sources d'ADN. Quand les cellules meurent, les organismes, aussi le cycle de vie des organismes inclut une structure qui a un potentiel de préservation, comme un kyste ou un flustule, dans le cas des diatomées. L'ADN va résister dans l'environnement, va s'accumuler dans les sédiments. Évidemment, il y aura aussi ici plusieurs facteurs, plusieurs processus le long du transit dans la colonne d'eau et une fois dans les sédiments qui peuvent dégrader ou altérer notre ADN.
Il y aura aussi plusieurs défis liés à l'extraction de l'ADN du sédiment en évitant toute forme de contamination. Si on vise à cibler une espèce en particulier, il faut qu'on connaisse la séquence de l'espèce qu'on vise à identifier. Il faut que les données existent. Il faut désigner des primers pour permettre de détecter ce qu'on souhaite détecter malgré la nature fragmentée de notre échantillon d'ADN et sans qu'il y ait un match aussi avec un autre organisme. Mais ici, il y a beaucoup de potentiel pour aider à calibrer aussi nos proxys micropaléontologiques et ça pourrait aider potentiellement aussi avec la taxonomie des microfossiles. Et Joshua Evans, donc, qui est un étudiant au doctorat ici à l'Université du Nouveau-Brunswick, en co-supervision entre Gary Saunders et moi-même, travaille justement sur le développement de traçage génétique pour certaines espèces clés de diatomées. Et c'est un travail qui est fait aussi en collaboration avec Sarah Adartorir à l'Université Laval, qui travaille aussi avec Connie Lovejoy. C'est fait aussi en collaboration avec Sophia Ribeiro de la Commission géologique du Danemark et du Groenland. Pour terminer ma présentation, je vais juste rapidement présenter deux nouveaux projets qui viennent tout juste de commencer, qui ont commencé au printemps dernier. Le premier est financé par Méopar et le Réseau Québec maritime. Et ça inclut une grande équipe multidisciplinaire avec des membres au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Et dans le cadre de ce projet-là, notre objectif, c'est de comprendre l'influence des canyons sous-marins qui ont été identifiés dans l'estuaire du Saint-Laurent sur la mobilisation sédimentaire et la productivité primaire, les dynamiques de productivité primaire. Et il y a une grande emphase qui est mise sur le système de canyons au large de Pointe-des-Monts. Donc, les objectifs de ce projet-ci, c'est d'étudier les processus sédimentaires sur la côte et dans le système de canyon, de déterminer s'il y a un lien entre les processus sédimentaires, les processus hydrodynamiques à l'intérieur des canyons et la productivité primaire. Et on souhaite aussi valoriser l'écosystème en rendant certains des processus sous-marins visibles au grand public. Et notre équipe inclut aussi une équipe en littérature, en éthique et en philosophie qui vont nous permettre d'aborder certains éléments de l'écosystème qui sont que l'approche scientifique ne permet pas toujours d'aborder et d'utiliser un langage aussi différent pour rejoindre le grand public. Et on est toujours à la recherche d'étudiants pour ce projet-là. Donc, si vous avez un intérêt pour les questions scientifiques ici, n'hésitez pas à me contacter ou contacter d'autres membres de l'équipe. Et je vais terminer avec cette dernière initiative vraiment très motivante qui a été financée par l'Institut nordique du Québec et Sentinelle-Nord. C'est un projet qui est dirigé par James Woolett, qui est professeur au département d'histoire de l'Université Laval. James, il est zooarchéologue. Il a gentiment partagé cette photo pour ma présentation. Donc, dans le cadre de ce projet-là, qui inclut aussi une belle équipe, on souhaite comprendre comment les fluctuations climatiques passées ont influencé les dynamiques de glace de mer locale dans la région de Nain au Labrador, comment elles ont influencé les conditions de surface et l'environnement côtier terrestre. Et on souhaite comprendre ou étudier en fait comment ces changements climatiques-là ont influencé la productivité primaire, les ressources de subsistance et les stratégies de subsistance par les différentes cultures, telles qu'enregistrées dans les données archéologiques au cours des 2000 dernières années. Donc, je vais m'arrêter ici. Puis, je pense que je voulais terminer ma présentation en fait en offrant mes condoléances à tous les collègues et amis de Reforty. Donc, j'ai appris la triste nouvelle hier. Donc, si on arrive à avoir une structure scientifique aussi bien développée en Arctique, c'est beaucoup grâce aux travaux de Reforty. Donc, je voulais vous remercier et terminer avec cette petite note. Merci beaucoup. Bien, merci Audrey pour cette présentation. Maintenant, je vais inviter les participants, si vous avez des questions, soit à lever la main et allumer votre caméra et poser directement votre question à Audrey, soit vous pouvez toujours l'écrire dans le chat. Je vais regarder les mains levées.
Moi, j'aurais une petite question en attendant que les gens se décident à poser une question. À quel point l'identification, est-ce que l'identification des espèces peut poser problème pour reconstruire un peu les environnements passés? En fait, c'est une très bonne question parce que c'est à la base des études micropaléontologiques. Donc, oui, il faut vraiment arriver à faire une identification qui est la plus correcte possible si on veut enfin en faire ressortir un signal écologique. Donc, ça prend des très bonnes clés d'identification, puis ça prend un travail aussi constant pour arriver à développer justement nos clés d'identification, savoir exactement quelles sont les caractéristiques morphologiques qui nous permettent d'identifier les différentes espèces. Une espèce biologique peut aussi produire des microfossiles qui vont être différents d'un point de vue morphologique. Et donc là, c'est aussi un aspect de la paléogénétique qui peut être importante parce qu'on va pouvoir à ce moment-là savoir s'il y a deux morphologies différentes qui sont attribuables aussi à la même espèce. Donc, oui, c'est extrêmement important de savoir bien identifier. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Pas de main levée. Gênez-vous pas, profitez-en. Ah, oui. Je peux poser une question? Oui, vas-y. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. On sait que dans la colonne d'eau, en général, les triènes se dégradent assez rapidement. Alors du coup, j'imagine que dans le sédiment, ça doit être encore plus violent en fonction des couches, qu'elles soient oxiques, etc. Et je me rends compte que dans beaucoup d'études paléocénographiques, on étudie en gros le rapport entre l'IP25 et les triènes jusqu'à 10 000 ans. Et j'ai jamais vraiment vu, on sait que dans le sédiment, même dans les 10 premiers centimètres, l'IP25 lui-même peut se dégrader. Le triène a plus de double lésion, donc a priori, il devrait se dégrader encore plus vite. Donc ça devrait entraîner des biais de plus en plus importants avec la profondeur. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de déterminer quelle est cette différence de dégradation, même si effectivement, si on fait du multiproxy, on peut s'en affranchir un petit peu. Est-ce qu'il y a vraiment des valeurs qu'on peut estimer vraiment correctes de ce rapport dans le sédiment quand on remonte jusqu'à 10 000 ans? C'est une très bonne question, en fait, qui est très légitime. Comme vous l'avez mentionné, c'est toujours bien à ce moment-là de comparer. On sait, par exemple, que les espèces de rhizosoléniens produisent le triane, donc c'est bien de pouvoir aussi le tracer dans les assemblages micropaléontologiques. Donc oui, il y a vraiment des questions entourant l'utilisation des index, par exemple, là, où on utilise IP25 versus le triane. Donc oui, il y a des questions à se poser. Et comment étudier cette préservation ou le signal, comment est-ce qu'il est préservé? Bien évidemment, c'est pas si évident en fait à tracer si on n'a pas accès aux diatomées eux-mêmes qui produisent les traceurs. Et donc là, je vois encore un avantage d'utiliser des analyses, d'appliquer des analyses paléogénétiques où on pourrait comparer aussi notre les signaux de biomarqueurs avec nos fragments d'ADN qui seraient préservés. Mais c'est une très bonne question légitime et c'est à tenir en compte effectivement quand on utilise surtout les index. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Maxime Benoît Gagné. Oui, merci pour la présentation. Moi, je m'intéresse à l'évolution de la structure de la communauté de phytoplancton pendant la fonte de la glace. Puis, je me demandais si on pouvait utiliser des échantillons comme ceux avec lesquels vous travaillez pour arriver à reconstruire une telle structure de la communauté, par exemple, trouver le pourcentage de diatomées, ou bien compte tenu qu'il y a trop par exemple, de kétocéros qui disparaissent, on est mieux d'utiliser d'autres types d'échantillons. Donc, vous voulez dire sur
sur une saison, vraiment savoir la succession à partir d'enregistrements sédimentaires? Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que dans notre sédiment, on intègre en fait même si on utilise les 3 premiers millimètres de sédiment, tout dépendant du taux de sédimentation, mais on a quand même une image qui intègre plusieurs mois, plusieurs années même dans le sédiment. Donc, c'est sûr c'est difficile de tracer exactement l'évolution à travers une saison. Par contre, on va avoir une image fragmentaire, possiblement, de chaque saison qu'on peut détecter. Les espèces, si on s'intéresse par exemple aux diatomées, les espèces de diatomées strictement associées à la glace de mer sont généralement plus fragiles, ne vont pas être préservées dans le sédiment. Par contre, il y a des nouvelles méthodes aussi qui sont développées avec des isotopes sur certaines molécules qui vont nous permettre de mieux tracer aussi l'évolution dans des groupes fonctionnels différents. Donc, il y a moyen, mais il faut vraiment combiner plusieurs traceurs ensemble. Il faut avoir en tête que notre signal ne représente pas nécessairement une seule saison dans le sédiment. Ça peut représenter plusieurs mois, plusieurs années. Oui. Donc, peut-être que je serais mieux d'utiliser des données de trappe plutôt que de sédiments à ce moment-là. Oui. Oui. Merci. Oui, définitivement. Donc, si on veut vraiment s'intéresser aux successions, on va plutôt favoriser les échantillons de trappe à sédiments. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Jade a une question. Oui, alors Jade, vas-y. Donc, elle demandait, elle a écrit aussi dans le chat, pourquoi il n'y a pas de diatopie IP25 dans les trappes à sédiments? Mais je pense que c'est surtout, donc on a vu dans le fjord Yangsong qu'il y avait des espèces qui produisent IP25 qui étaient présentes dans nos assemblages, mais leur abondance relative, elle est tellement faible que c'est pas nécessairement qu'elles sont pas présentes dans la trappe à sédiments, mais on les détecte pas pendant les comptes parce qu'on compte pas assez nécessairement de diatomie. Et possiblement aussi que les espèces qui produisent IP25 sont quand même assez allongées et fragiles. Donc, il y a cette possibilité aussi qu'elles ne soient pas du tout préservées dans les trappes à sédiments. Une autre question? On a encore un peu de temps. Et moi, j'aurais encore une petite question pour l'identification. Tu parlais de l'importance d'avoir une clé. Est-ce qu'il existe des clés qui sont comme internationalement reconnues? Parce que ça va être compliqué si chacun utilise ses clés d'arriver aux mêmes conclusions des fois, puis ça peut influencer les résultats. Ben, en fait, ce qui est un peu drôle aussi, c'est que c'est les communautés pour chaque proxy. Donc, je pense particulièrement au kyste de dinoflagellés. Mon ancienne superviseure, Anne de Bernal, a vraiment contribué aussi aux efforts pour vraiment développer des clés qui vont être utiles à tous. Donc, on vient de faire l'exercice pour les kystes de dinoflagellés. Donc, on a vraiment des clés d'identification qui sont à la toute fine pointe de nos connaissances. C'est la même chose avec les diatomies. Donc, la communauté travaille ensemble là, en général pour arriver à améliorer nos identifications. Donc, oui. Mais c'est vraiment des efforts qui vont à travers chaque équipe là, de chaque pays aussi. Merci. Une dernière question? Peut-être pour la route. Si vous avez des questions, peut-être juste écrire dans le chat à tout le monde et pas seulement à la conférencière pour que tout le monde puisse voir la question. Et sinon, je vais peut-être en profiter à ce moment-là pour une petite dernière question pour la route. Est-ce qu'il y aura des travaux futurs qui vont combiner l'ADN sédimentaire? C'est quand même assez nouveau comme technique. Je ne sais pas encore si c'est... il y a encore beaucoup de mises au point pour utiliser ces données-là. Est-ce que
c'est prévu prochainement que tu intègres aussi, mettons, de l'ADN sédimentaire pour comparer. C'est des efforts qu'on est en train de faire avec Joshua, mon étudiant au doctorat, qui est aussi co-supervisé. Donc là, moi, j'ai vraiment beaucoup à apprendre aussi. On est vraiment à l'interface entre les sciences de la Terre et la biologie. Donc oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Et il y a encore beaucoup de défis là, pour le développement de la méthode, mais c'est en cours et ça devient une méthode qui est de plus en plus utilisée. Et en fait, il y a beaucoup d'équipes de travail qui y travaillent pour l'instant. Donc, pour plusieurs groupes d'organismes aussi. Et c'est quel marqueur que vous utilisez qui est ciblé en particulier? Est-ce que c'est des gènes conservés, j'imagine? Pardon, je n'ai pas compris. Quel type de marqueur génétique? Là, pour l'instant, c'est ça qu'on essaie de comprendre, quel marqueur serait le plus adapté. Donc, il y a des marqueurs dans les plastides qu'on peut utiliser, mais il faut déterminer lequel qui va être le mieux aussi pour une quantification ensuite des changements dans les différentes espèces. D'accord. Donc, c'est aussi une question qui se pose pour l'instant. Quel marqueur serait le plus adapté pour répondre aux questions? D'accord. Bien. Si personne d'autre n'a de questions ou si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, je vous inviterai à contacter directement Audrey. Je pense qu'elle sera ravie de répondre encore à vos questions. J'en profite pour te remercier, Audrey, pour cette vraiment très belle conférence que tu as donnée pour notre webinaire Québec Océan. Puis merci tout le monde d'y avoir assisté. Une bonne journée. Merci.